Ok, bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va parler du quatrième chapitre qui est la protection de l'entreprise. Donc, nous allons continuer notre explication de ces cours. Alors, on va voir les objectifs par rapport à ces cours, s'il y a quoi, qu'est-ce que nous attendons par rapport à ça. On va parler le premier point où on va parler des parfaits. Je vais expliquer d'abord c'est quoi les parfaits et puis je vais expliquer les techniques utilisées pour protéger les entreprises au niveau des entreprises dans la sécurité. Alors, la deuxième des choses, je vais parler d'approche approche comportementale de la cybersécurité. Comment expliquer l'approche comportementale dans ces mondes-là, dans ces domaines. Définir quelques termes que nous avons, le botnet, les chaînes de frappe, et puis on va voir les net flow, et puis définir la sécurité basée par rapport à un comportement on va serrer. Et puis, le troisième point, on va parler de l'approche proposée par Cisco qui a toute une équipe qui propose de tels services cette équipe-là est associée avec plusieurs équipes, plusieurs institutions, plusieurs organisations aussi, juste pour assurer la sécurité au niveau des entreprises. Alors, je vais identifier la fonction de l'équipe, les SRC, donc au sein de Cisco, expliquer le but des guides de la cybersécurité, de la sécurité, pardon. Je vais définir le système IDES et puis IPS. Donc, on va parler de ça. Donc, c'est ça, c'est que nous allons voir dans ces chapitres ici. Rapidement, commençons, parlons un peu des parfaits. Parlons des parfaits. D'abord, nous devons savoir les parfaits, c'est quoi? Le parfait, c'est aussi un appareil réseau, un périphérique qu'on retrouve dans le réseau. Mais son rôle, si je crois bien, j'avais expliqué, son rôle est là pour filtrer les informations, savoir quelles sont les données qui doivent entrer et quelles sont les données qui doivent sortir. Donc, il doit faire un filtrage. C'est comme ces systèmes ici, un système parfait. Alors, on doit veiller à ce qui doit entrer, qui ne doit pas entrer, qui doit sortir et qui ne doit pas sortir. C'est ça le plus important, c'est ça le parfait. Maintenant, comme est un appareil réseau, on dit quoi? Il est là pour contrôler ou filtrer les communications entrantes ou sortantes dans un réseau ou sur un appareil. Donc, cela veut dire que le parfait, c'est un appareil de protection. Ça peut pas seulement être un appareil dédié, ça peut aussi être un logiciel. Je vous avais dit ça l'autre fois, dans un logiciel. Alors, le logiciel, on peut l'installer. Maintenant, nous remarquons le parfait peut se situer dans plusieurs domaines. Il peut être entre votre réseau interne et puis votre réseau externe. Pourquoi? Parce que la sécurité, on la met toujours, on ne met pas un agent de sécurité à l'intérieur de son réseau, non, non, de son réseau, non, non, de son système, pardon. On le met juste peut-être entre la porte, votre parcelle, donc vous avez votre parcelle qui est là, maintenant entre la porte d'entrée et la porte de sortie. À ce moment-là, on va mettre une équipe de sécurité pour veiller à ce que les personnes qui viennent de l'extérieur, qui doivent entrer, ou les personnes ne doivent pas entrer, mais pour veiller à ce que qui doivent sortir et qui ne doivent pas sortir. Là, c'est au niveau des réseaux. Maintenant, au niveau du périphérique, parce qu'on a dit, il est là pour filtrer les communications intra-sortantes dans un réseau ou dans un périphérique. Maintenant, au niveau du périphérique, là, c'est un système qui est lié, autonome, qui dépend de votre système d'exploitation. Alors, nos machines, nous savons que nos machines ont aussi un système d'exploitation. Alors, dans ces systèmes d'exploitation-là, on a doté aussi à ces systèmes-là d'avoir un comportement, un logiciel parfait. Malgré tous ces logiciels parfaits, c'est trop minimum petit par rapport à ce qu'on peut comparer aux entreprises, mais il joue quand même le rôle d'imparfait. Pourquoi? Il va veiller à ce que quelles sont les données qui doivent entrer dans ton ordinateur et quelles sont les données qui ne doivent pas entrer, ou quelles sont les données qui doivent sortir et quelles sont les données qui ne doivent pas sortir. Maintenant là, il assure la sécurité non pas pour l'ensemble des appareils dans le réseau, non, mais uniquement pour ton ordinateur. Parce que c'est parfait là est lié seulement au système d'exploitation. Alors, il assure la protection, les filtrages des données uniquement dans ton ordinateur. Mais le parfait dans le réseau, c'est vraiment un parfait qui est là pour veiller à ce que les données qui doivent entrer ou sortir dans le réseau. Or, les réseaux, c'est l'ensemble de plusieurs périphériques que nous retrouvons qui communiquent entre eux. Maintenant, nous avons plusieurs types de parfaits. On parlé des parfaits de la couche réseau, de la couche transport, la couche application et les parfaits.
pour applications sensibles aux connexions. Mais quand on parle de la couche réseau, couche transport, en fait, qu'est-ce que sont ces couches ici? Par là, je vais aussi une entre parenthèse où je vais expliquer d'abord dans la communication réseau. Dans la communication réseau, qu'est-ce que nous retrouvons? En réalité, les réseaux, c'est le partage des informations entre un PC A et un autre PC. Alors, pour que les PC arrivent à communiquer, il y a des prototypes qu'ils doivent respecter. Ces prototypes-là, on peut appeler ça comme des protocoles, des normes et des règles qui doivent s'assurer entre les deux périphériques ou bien plusieurs périphériques pour qu'ils soient compatibles afin qu'ils communiquent. Alors, euh, c'est parfait, ces comportements, ces prototypes-là, des principes qui doivent discuter entre eux, ce sont comme des normes et des principes. C'est comme entre nous et vous, les humains. Moi, les besoins, c'est de quoi? C'est de partager ma connaissance que j'ai, partager les informations que j'ai. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour partager ces informations afin que vous compreniez ces informations-là? Alors, il y a eu des protocoles, des principes que Dieu déjà avait créés où la pensée qui était dans ma tête a été traduite par rapport à des signaux qui passent dans le vin chez moi, dans le venin, jusqu'à ce que ça sorte de ma bouche. La bouche le convertit par rapport au mot, et puis le mot le convertit, non, ma bouche le convertit par rapport au mot, et puis ça sort, et puis l'air le déplace jusqu'à ce que ça arrive à la destination, et puis la personne va écouter, il cherche à de comprendre, il cherche à de reconvertir. Alors, tous ces processus-là, ce sont des principes, des règles qui ont été définies déjà avant pour qu'on arrive à communiquer. Parce que dans la communication réseau, ce n'est pas seulement le fait d'envoyer des recevoir. Non, c'est le fait d'envoyer pour que l'autre comprenne mon message. Et que lorsqu'il va me répondre, moi aussi, je comprenne ce message et on arrive à se comprendre. C'est comme ça ce qui s'est fait dans la communication réseau. Alors, nous remarquons tous ces processus-là, ce sont des protocoles, des principes qui ont été déjà définis bien avant. Alors, c'est pareil aussi dans les appareils. Parce que vous avez un appareil, par exemple, Dell, l'autre un appareil Microsoft, et l'autre un appareil HP Lenovo, l'autre un appareil Mac. Alors, qu'est-ce qui se passe que tous ces appareils-là arrivent à communiquer dans le réseau? Donc, il y a eu des protocoles, des normes et des principes qui ont été définis pour que le PC respecte à ces protocoles-là afin qu'il y ait communication. Maintenant, dans ces protocoles, on retrouve qu'il y a plusieurs protocoles qui communiquent entre eux. Donc, quelque chose qui est venu dans ma pensée, c'était par exemple dans mon cerveau. Le cerveau l'a converti à un autre signal, et un autre signal l'a converti en un autre signal, l'autre signal l'a converti jusqu'à ce que ça sorte de ma bouche. Donc, remarque qu'il n'y a pas eu seulement un seul protocole, mais il y a eu plusieurs protocoles qui sont communiqués entre eux. Maintenant, dans cet ensemble de protocoles-là, on peut baptiser ça comme une suite de protocoles. Alors, dans le réseau aussi, nous avons plusieurs suites de protocoles. Donc, quand je parle de suite de protocoles, je vois une communication d'un protocole avec un autre protocole pour que les informations atteignent la destination. Alors, si c'est plusieurs suites de protocoles, nous retrouvons deux suites de protocoles de référence, qu'on les appelle des modèles de référence. Il y a le modèle OSI et puis il y a le modèle TCP/IP. Il y a le modèle OSI et puis il y a le modèle TCP/IP. TCP/IP. Alors, les deux modèles de référence ici qui sont comme des suites de protocoles, donc une succession de protocoles qui communiquent entre eux, ils ont dit quoi? Nous allons comparer, il y a plusieurs modèles, plusieurs suites de protocoles, mais on retrouve seulement deux. Les deux ici, ils ont dit quoi? Nous allons, par exemple, le modèle OSI, il a dit, moi, pour que l'information quitte à partir de la partie soft, comme application, donc là où l'utilisateur génère l'information, jusqu'à ce que ça sorte de la carte réseau ou bien de l'antenne Wi-Fi, donc la carte réseau, je divise ça à 7 étapes. 7 étapes, donc cela veut dire c'est comme 7 groupes de familles de protocoles qui sont dans chacune des étapes. Il y a la groupe, la couche, il appelle ça aussi des couches. On peut appeler étapes ou bien couches. Souvent, ce sont des couches qu'on parle de modèles aussi. Il y a la couche 7 qu'il appelle la couche application. Application. Donc, ça, c'est juste un entre parenthèses pour que vous compreniez ces prototypes-là des par couches. Il y a la couche session et présentation, pardon. Présentation, qui est la 6e couche. Ici, nous sommes dans le modèle OSI.
Il y a la couche session. Il y a la couche 4 qui est transport. Donc, on voit déjà qu'il y a la couche transport. Transport. Il y a la couche 2 qui est 3, pardon, qui est réseau. Il y a la couche 2 qui est liaison de données. Liaison de données. Il y a la couche in qui est physique. Donc, ils disent quoi? Moi, pour que l'information quitte, parce que l'information est générée à partir de l'application. Lorsque vous envoyez un mail, lorsque vous téléchargez une application, lorsque vous faites quelque chose, c'est à partir de l'application de cette couche-là, cette interface graphique-là. C'est la partie application. Alors, le modèle maintenant TCP/IP, le modèle TCP/IP dit quoi? Il dit, moi, je préfère que j'aille 4 couches. Il y a la couche application, il y a la couche application, application, il y a la couche transport. Oh, sorry, c'est quoi ça? Voilà, il y a la couche transport, transport, il y a la couche Internet, Internet qui est ici. Internet, c'est un réseau, donc on peut parler des réseaux Internet. Et puis, il y a la couche accès. Je pose ça ici. Je pose ça de ce côté. Qu'il soit. Voilà. Et puis, il y a la couche accès. Accès. Maintenant, si on veut comparer, je ne vais pas trop expliquer ces couches ici parce que ça ne fait pas partie de l'idée ici. Si on veut maintenant comparer le modèle OSI et puis le modèle TCP/IP, on remarquera quoi? Les 3 couches ici, la couche application jusqu'à la couche session, ne font qu'une seule couche au niveau TCP/IP. Donc, je peux mettre ça comme ça. Je fais ça comme ça. Les 3 dernières couches là-bas, les 3 dernières couches ne font qu'une seule couche. Et la couche transport est égale à transport au niveau de TCP/IP. Réseau, c'est le réseau au niveau de l'Internet. Et puis, liaison de données physiques, c'est incluse dans la couche RC. Donc, on voit les 3 fonctionnalités de cette couche à l'application. Transport, c'est transport. Réseau, c'est Internet. Liaison de données physiques, c'est dans l'RC. Alors, c'est ça là. Donc, cela veut dire que quand moi, l'utilisateur, je génère l'information est générée à partir de la partie application. Cette information, quand elle est générée, elle sera traduite selon les différentes couches. Donc, un protocole ACIR, un autre protocole ACIR, un autre protocole ACIR. Jusqu'à ce que ça va arriver dans cette étape ici, transport. Transport va assurer encore. Bon, dans la couche transport, il y a des protocoles qui sont là qui vont assurer. Et donc, ils vont traiter, ils convertir, ils traitent, ils convertir. On envoie maintenant dans les réseaux. Les réseaux qui vont traiter et convertir, et puis on envoie la liaison de données. Maintenant, il y a aussi des parfaits maintenant. Il y a des parfaits maintenant qui font tous ces services-là. Il y a des parfaits qui sont au niveau de la couche réseau, uniquement pour veiller. Maintenant, qu'est-ce que fait la couche réseau? La couche réseau maintenant va identifier le PC source et le PC de destination. Donc, la couche réseau est là pour identifier le PC dans le réseau. Donc, nous avons un réseau. Un réseau, c'est comme une famille. Maintenant, on doit vous identifier. Pour vous identifier, vous devez avoir les adresses IP. Parce que c'est ce qui assure la couche réseau. Pour qu'on sache tel PC, on reconnaisse tel PC, on arrive à communiquer avec le PC, il faut qu'on ait son adresse IP. Alors, quand j'envoie une information, nous savons très bien dans les principes de message, on doit notifier là où le message vient et là où le message va. Donc, quand j'envoie une lettre, je mets expéditeur et puis destinataire. Donc, c'est comme mettre une adresse IP source et une adresse IP de destination. Comme moi, le PC, j'ai une adresse IP. Je vais localiser quelqu'un. Pour localiser, il faut que j'ai son adresse IP. Quand j'envoie maintenant un message qu'on appelle les paquets, dans ces paquets-là, je dois mettre que ça vient de chez moi. Pour savoir que ça vient de chez moi, il faut que je mette une adresse, mon adresse IP, qui sera comme une adresse IP source. Et puis, je mets l'adresse IP de destination. Alors, dans le parfait maintenant, nous avons le parfait qui filtre maintenant les informations entre les adresses IP, là où ça vient et là où ça va. Parce que je vous ai dit, on doit veiller à ce qui doit entrer, qui ne doit pas entrer. Alors, il faut savoir, les PC sont reconnus dans le réseau par leurs adresses IP. On passe maintenant. Il y a aussi les parfaits qui sont au niveau de la couche transport. La couche transport ici. Qu'est-ce que fait la couche transport? La couche transport est responsable d'identifier les applications. Regardez par exemple, les applications qui sont générées ici. Prenons par exemple, je viens dans ces web ici, je viens ici. Je suis là dans la partie application. Je lance google.com.
quand je lance google.com, on va remarquer que c'est une requête que j'ai lancée. Cette requête-là est assurée par un protocole qu'on appelle le protocole HTTP. HTTPS, c'est la sécurité. Ce protocole-là, c'est lui qui fait les transferts de mes tests. Quand je vais demander, par exemple, j'ai besoin d'ici, c'est lui qui demande, il fait les transferts de ce code. Je viens d'un NetAccount, bien je viens d'AIC. Prenons par exemple, je viens dans AIC ici, chez nous, ici, dans notre site. Je viens là-bas, j'ai saisi notre site. Directement, l'application, c'est lui qui fait les transferts, c'est les HTTP. HTTPS et HTTP, c'est la même chose, sauf que la différence au niveau des transferts. Vous voyez, le test que j'ai ici, en réalité, ce sont des codes HTML qui ont été assurés par ces protocoles HTTP. J'ai demandé. Maintenant, ces protocoles-là, il est au niveau de la partie application. Il est au niveau de l'application ici, ces protocoles HTTP. Lorsque le message est arrivé, parce que je vous ai dit, ça commence à partir de l'application. Vous-même, vous avez vu, j'ai démarré, j'ai demandé la requête au niveau de l'application. Ça commence à partir de l'application. Arrivé maintenant au niveau du transport. La couche transport va reconnaître cette requête-là, ces protocoles-là, non pas comme HTTP, non. Il va lui donner un numéro de port. Donc, un ID qui va identifier le protocole utilisé à la couche application. Pour les HTTP, c'est 80. Donc, il doit identifier 80. Comme moi, j'ai utilisé les HTTPS, il va identifier les 443 numéros de port. Alors, nous avons aussi comme les protocoles DNS qui sont au niveau de l'application. Quand ça arrive dans le transport, ils sont représentés par un numéro de port qui est par exemple 53. Nous avons le DHCP au niveau de l'application. Quand il arrive au niveau de transport, il a son numéro de port. 68 ou bien 67. Nous avons aussi les FTP. Il y a beaucoup d'applications. Donc, tout ce que vous utilisez à partir de l'application, il a son protocole. Vous voulez télécharger, il a son protocole de l'application. Alors, lorsque ça va descendre dans la couche transport va identifier ces protocoles-là par un numéro de port. Voilà pourquoi il y a aussi des parfaits qui doivent filtrer les numéros de port source et le numéro de port de destination et des tas de communication, de connexion. Parce que la couche transport aussi, il va veiller à la conversation, à la connexion entre l'application source et l'application de destination que vous avez demandé auprès des serveurs. Il doit veiller à ça. Voilà pourquoi il doit faire un filtrage. Côté application, parfait de la couche application, c'est normal. Il doit faire le parfait, par exemple, pour le protocole HTTP, pour le programme ou bien les services. Donc, il doit assurer, vous avez DNS, oui, on va vérifier si DNS. Il va pas vérifier par rapport au numéro de port, parce que le numéro de port, nous sommes à la couche transport. Mais à la couche application, il va faire les transferts concernant les protocoles en question. HTTP, je ne te vais pas. Des API. On va, bon, quand vous serez plus loin dans la programmation, dans la sécurité, même dans la cybersécurité, vous allez comprendre c'est quoi les API même dans le réseau. Les API, ce sont des interfaces programmables. Donc, application d'interface programmable. Donc, il doit veiller à ça. Maintenant, lorsque, je ne sais pas, j'ai attendu quelqu'un parler. Bon, je vais vous donner des questions après. Je vous coupe le son. OK. Alors, lorsque maintenant, je vous ai parlé des parfaits qui doivent filtrer aussi à ce niveau. Donc, c'est niveau par niveau. Il doit filtrer les informations depuis sa source jusqu'au niveau des IP. Nous avons aussi les parfaits pour applications sensibles au test. Utilisateur, appareil, le rôle, le type d'application, même le profil de la menace aussi. Il est là dans l'application, mais il doit veiller par rapport à ce que vous utilisez. Prenons par exemple, on va retrouver des parfaits qui sont là pour filtrer le mail, le contenu de vos mails. Les parfaits qui est là, il n'est pas là seulement pour filtrer les adresses, hein, pour filtrer les protocoles HTTP, S ou bien P seulement, mais il est là pour vérifier, filtrer aussi les sites web. Donc, vous voyez qu'il n'est pas seulement dans l'application HTTP, mais il va au-delà aussi pour vérifier les sites web légitimes ou bien les sites web qui ne sont pas légitimes. Il y a d'autres parfaits qui vont pas seulement dans l'application parce que l'application mail, c'est les Simple Mail Transfer Protocol. Donc, c'est un SMTP. Il y a les protocoles qui transfèrent les mails. C'est les SMTP. Alors, le parfait ne va pas seulement filtrer ces protocoles-là. Il va filtrer le protocole et aller aussi au-delà de voir type de mail qu'on vous envoie dans le réseau. Donc, on a vraiment des parfaits très intelligents qui vont au-delà. Alors, nous allons aussi voir le parfait aussi à des services des proxys. Le proxy, on voit ça même dans nos PC fixes ici.
on voit le proxy. Le proxy, il est même dans les ordinateurs. On a cette notion, mais on peut comprendre le proxy, c'est comment. Le proxy, c'est comme si vous êtes chez vous à la maison. Prenons seulement l'exemple, ce qui arrive chez nous à la maison quand on était encore chez bon, ceux qui sont dans des familles, tout ça là. Vous remarquez, il fait déjà 18 heures ou bien 19 heures. Vous, quand on était petit, on veut aller dehors peut-être pour acheter quelque chose. Mais les parents, le papa, peut-être la maman dit quoi? Non, ne sors pas. Tu donnes ton besoin, ta requête, tu donnes ça par exemple c'est lui qui te protège, c'est lui qui garde, au gardien, c'est lui qui garde les portails ou bien la sécurité. Tu lui donnes ta requête, tu lui dis non, j'ai besoin de telle chose. Vous voyez? Au lieu que moi je sorte, pourquoi? Parce qu'il fait déjà 20 heures. Des peurs que peut-être on va me voler, des peurs que quelque chose de mal pourra m'arriver, j'envoie ma requête au gardien qui est là. C'est le gardien qui va aller sortir dehors pour acheter la chose et revenir me donner la requête. C'est ce que fait aussi les proxys. Ce qu'il fait souvent dans la première chose, c'est ça. Donc, le proxy, quand vous envoyez une requête, par exemple, mon PC, quand j'ai configuré des proxys, ma requête passe par le proxy. Et puis, c'est pas moi qui vais sortir dans le réseau. C'est le proxy, parce que le proxy, ça peut être un appareil ou bien un logiciel. Le proxy va sortir dans le réseau, acheter, donc, envoyer, par exemple, je demande la requête de Google, je demande la requête de Netacad, le proxy va sortir, il arrive dans Netacad, il revient avec le besoin de Netacad, il me le donne. Moi, je suis protégé. C'est le proxy qui est risqué. Deuxième des choses aussi, si par exemple le proxy remarque que celui-ci il vend beaucoup dans le NetAcad, il vend beaucoup dans le NetAcad, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déjà télécharger, parce que le proxy a une mémoire cache. Il va télécharger déjà des requêtes de NetAcad. Il télécharge, il met ça déjà à sa mémoire cache. Quand moi maintenant je vais demander encore la requête de NetAcad, le proxy ne va plus sortir. Il va seulement prendre seulement la requête qu'il avait téléchargée. Il vérifie seulement est-ce que dans cette requête que j'ai, dans cette réponse que j'ai, est-ce qu'il y a des mises à jour, des choses qui ont changé? S'il retrouve qu'il n'y a pas de mises à jour, il me donne sans pourtant qu'on sorte encore dehors. Donc, c'est comme si vous avez un gardien qui sait que vous achetez beaucoup d'eau à 20 heures, ou bien vous achetez beaucoup d'eau à telle heure, à telle heure, à telle heure. Bon, moi, comme le cas avec la petite sœur, acheter beaucoup de choses à telle heure, à telle heure. Alors, qu'est-ce qui fait le proxy? Le proxy, dans le gardien, il a déjà acheté, par exemple, des bouteilles d'eau, peut-être il a acheté ça. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y aura un besoin. Tel event demander telle requête. Alors, je vais vérifier seulement cette requête-là qu'elle a demandé. Est-ce qu'elle a été mise à jour? Donc, la réponse que je vais lui fournir, est-ce que c'était déjà mise à jour? Si ce n'était pas mise à jour, il va vous donner. Mais si c'était mise à jour, il va changer seulement là où il y a les mises à jour. Au lieu de prendre toute la demande, venir avec. Nous avons aussi des proxys inversés. C'est toujours la même chose, hein. On a parlé d'inverser, c'est presque le compte. C'est toujours la même chose. Il est là protéger, masquer, transférer et répartir les accès aux utilisateurs. Ouais, putain, il peut modifier, changer. Vous passez par ici, il change par de l'autre côté. Nous avons aussi les parfaits au niveau de la NAT. La NAT que nous connaissons, c'est la traduction d'adresse et réseau. Dans la configuration IPv4, nous savons qu'il y a des adresses privées et les adresses publiques. Mais le privé ne doit pas aller sur Internet. C'est seulement le public qui communique sur Internet. Donc, lorsque nous communiquons sur Internet, nous devons avoir les adresses publiques. Mais c'est arrivé à un certain moment où le public n'avait plus d'adresse. Pour aller sur Internet, il fallait récupérer les privés et les publics. Alors, on a dit quoi? Pour atténuer le problème de IPv4, de son espace, nous allons créer la NAT. La NAT, ça veut dire quoi? Quand vous avez les privés, rassurez-vous que vous ne irez jamais sur les publics. Donc, cela veut dire que quand j'ai 100 PC, je consume mon réseau avec 100 PC privés. Je sais que ces PC-là n'iront jamais sur Internet. Mais s'ils ont besoin d'aller sur Internet, il faut que je mette les adresses publiques. En mettant les adresses publiques, imaginez-vous, vous avez 100 réseaux, vous mettez 100 adresses IP. Un réseau encore, on retrouve 1000. On met 100 privé, hein, mais on met public, les adresses publiques. Donc, les adresses publiques allaient vite épuiser. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé la NAT. La NAT va servir à quoi? Vous gardez toujours vos adresses privées. On va mettre une ou deux adresses publiques à la frontière de votre réseau, donc à la périphérique. Si quelqu'un peut aller dans le public, il garde toujours son adresse privée. Il sort maintenant, son adresse sera remplacée par l'adresse qui est à la frontière. Alors, sur Internet, tu vas communiquer comme public. Mais quand tu veux communiquer en interne chez vous, là, tu vas utiliser les adresses privées.
Alors, on remarque aussi que la NAT protège aussi. Parce que quand tu viens, on te change d'adresse. Tu n'as plus. Or, les adresses IP, ce sont des adresses qui identifient le PC. Mais quand tu sors dans le public, tu changes d'adresse, tu as une adresse d'un périphérique quelque part. Parce que c'est lui qui doit mettre ça, ça sera un routeur NAT. C'est lui qui va t'attribuer l'adresse publique. Donc, à quelque sorte aussi, la NAT protégée. Il y a aussi les parfaits qui assurent aussi la NAT. On parle des caches ou masques et les adresses privées des autres des réseaux. Nous avons aussi le parfait propre à un autre. Filtrage des ports, je vous ai parlé. Ici, maintenant, ça dépend du système d'exploitation. Il n'est pas là pour gérer le réseau, mais pour veiller au système d'exploitation de l'ordinateur. Nous avons le filtrage des ports, des appels, des services et des systèmes sur un seul système d'exploitation d'un ordinateur. Donc, il est là uniquement seulement pour un seul ordinateur. Il n'est pas là pour les réseaux. Donc, je crois que je vous ai donné quand même l'idée de ce qui fait les parfaits et les types de parfaits qu'on peut retrouver. Mais il y en a beaucoup, il y en a encore beaucoup, vraiment. Je vous conseille à continuer encore ce cours, à avancer, vous allez remarquer, à faire pas seulement la cybersécurité, parce que pour faire la cybersécurité, il faut comprendre les réseaux, la programmation, c'est très important. Même l'électronique aussi, il faut comprendre l'électronique, parce que les composants que nous utilisons viennent des composés électroniques. Alors, il faut comprendre la partie là aussi pour devenir un peu professionnel, expert en cybersécurité. Nous avons le balayage des ports. Maintenant, vous comprenez les ports. Les ports, ce sont les ID qui identifient les applications. Balayage, donc, on veut balayer. Donc, c'est un processus de sondage, hein. Il y a des applications qui doivent sonder. Maintenant, ces applications-là scannent votre réseau. Ils veulent sonder quels sont les ports qui sont ouverts. On parle de processus de sondage d'un ordinateur, d'un serveur ou d'autres hôtes sur le réseau pour détecter le port ouvert. Donc, quel port qui a été ouvert? Le port HTTP, le port web, le port DNS, le port SNN, tout ça, il y a beaucoup de ports. Les numéros de port sont attribués à chaque application sur un périphérique. Je vous ai dit ça. Outils de reconnaissance pour identifier les systèmes d'exploitation et les services en cours d'exécution. Nous avons comme le NAP. C'est un outil d'analyse où un professionnel en cybersécurité peut utiliser, tel que l'exemple là, pour voir quels sont les ports qui sont activés. Il y a aussi des hackers qui l'utilisent aussi. Par exemple, ils veulent tester votre réseau. Je vous ai dit, la première des choses que ces gens-là font, ils collectent les informations, la reconnaissance. Alors, ils veulent voir quels sont les ports qui sont ouverts chez vous. Alors, ils peuvent lancer ces applications ici. Ces applications, on les retrouve chez Linux, dans Kali Linux gratuitement. Alors, vous pouvez utiliser ces applications-là pour vérifier quels sont les ports qui sont activés chez vous. Alors, dans ces scans-là, dans ces scans, pardon, on peut retrouver des réponses comme un port qui est ouvert ou bien accepté. Donc, cela veut dire qu'un service écoute le port. Donc, par exemple, comme moi j'ai demandé le HTTP, si on vérifie dans le serveur où se situe notre site, on verra que le port 80 a été ouvert, il a été accepté. Mais si par exemple je décide de bloquer maintenant ces ports-là, en ce moment-là, on verra, le port sera fermé. Donc, quand le port est fermé, on dit peut-être fermé ou bien refusé. Quand vous scannez, vous voyez les messages comme fermé ou bien refusé, ou bien pas d'entente des requêtes. Donc, cela veut dire que les connexions au port sont refusées. Donc, je désactive ces connexions-là. Je ne veux pas qu'on me cherche via les HTTP. Je ne veux pas. Parce qu'avant, chez nous, on avait un site. Vous voyez, dans notre site, on pouvait accéder avec les HTTP et les HTTPS. Alors, moi, du coup, le HTTP, c'est sans sécuriser. Alors, j'ai bloqué les HTTP. J'ai laissé les HTTPS ouverts. Nous avons aussi les messages qu'on peut voir filtrés ou bien ignorés ou bien bloqués. Donc, vous n'avez aucun message qui vous affiche. Vous scannez, mais il n'y a aucun message. À ce moment-là, aucune réponse de la part de l'autre. Donc, l'autre, il nous donne aucun message. À ce moment-là, peut-être moi, j'ai bloqué, ou bien j'ai ignoré, ou bien j'ai filtré. Ce sont là les réponses qu'on peut retrouver avec ces genres d'applications. Vous pouvez trouver peut-être le port est ouvert. Donc, quand c'est ouvert, c'est accepté. Il est fermé ou bien il est ignoré. Donc, c'est ça. Alors, en place de sécurité, c'est quoi? Ce sont des ASA. Les ASA, ce sont des parfaits Cisco. Parce que le parfait Cisco, on les appelle des ASA. Si vous partez quelque part, on parle des ASA, vous allez retrouver ça dans presque toutes les entreprises. On va parler des ASA. Parce que partez surtout dans le télécom, vous allez voir, il ne manquera pas un Cisco dedans. Donc, il ne manquera pas. Si 100%, vous allez retrouver au minimum 40% des appareils Cisco. Ici, chez nous, même en RDC, Kinshasa précisément.
Alors, voici quelques exemples d'ampliance de sécurité appartenant à la catégorie générale. Nous avons le routeur. Ouais, ne soyez pas étonnés, le routeur aussi fait partie de... Il se comporte comme un parfait. Parce qu'avec le routeur Cisco, on peut installer les systèmes d'exploitation des parfaits. Avec le routeur Cisco, on peut installer les systèmes d'exploitation des parfaits. Alors, il va vous offrir de nombreuses fonctionnalités des parfaits, des filtrages des trafics, les systèmes de protection contre les instructions, le chiffrement, même les VPN avec le routeur Cisco. Donc, c'est possible. Nous avons des parfaits dédiés. Ils peuvent aussi proposer des fonctionnalités de routeur. Les parfaits aussi, vous voyez, ils peuvent proposer des fonctionnalités de routeur parce que le routeur fait l'interconnexion, le routage, tout ça. Il y a même des gestions avancées des réseaux et des analytiques. Il y a aussi des systèmes de protection contre les intrusions. On va voir ça, les IPS et les IDS. On verra ça, il y a un point qui en parle. Nous allons voir, c'est dédié à la prévention des intrusions, le VPN, comment créer et concevoir des réseaux VPN, des tunnels chiffrés pour communiquer. Je vous avais parlé de ça. Il y a des antivirus. Il y a le Cisco MP, accompagne toujours le routeur, le parfait, le périphérique IPS, les appliances de sécurité de la messagerie, donc le parfait de la messagerie et le parfait web de nouvelle génération. Alors, cette option-là, cette solution-là, ou bien cette technologie-là, peut également être installée en tant qu'un logiciel dans des ordinateurs hautes. Vous pouvez acheter ça, c'est pas gratuit. Vous pouvez acheter ça, vous installer dans votre PC. Donc, il est là pour vous accompagner en sorte que il vous assure la protection contre les virus, les attaques et puis autre chose. Nous avons aussi autre appareil de sécurité. On dit comprend les appliances de sécurité web, de la messagerie. Quand on parle de la messagerie, on voit les mails, les discussions instantanées, tout ça, là, la messagerie, le web, et puis les appareils de déchiffrement aussi, les serveurs de contrôle d'accès client et les systèmes de gestion de la sécurité. Il y a vraiment beaucoup d'appareils et réseaux qui assurent la sécurité. Il y a vraiment beaucoup. Alors, détecter les réseaux en temps réel, voilà, il est déjà 37. Détecter les réseaux en temps réel, qu'est-ce qui se passe dans la détection des réseaux? Attaque zéro day. Je vous avais parlé de l'attaque zéro day. C'est vraiment, ce sont des attaques, c'est une attaque dangereuse. Pourquoi? Parce que vous avez conçu votre appareil, votre application, et vous l'avez vendu, mais il y a un groupe de personnes qui sont là, ils ont acheté l'application uniquement pour chercher la vulnérabilité. Pendant que vous êtes chez vous là-bas, vous bénéficiez des avantages de cette application-là, mais il y a un groupe de gens qui cherchent les problèmes, la vulnérabilité, les failles de cette application-là pour attaquer vos clients. Alors, cette attaque-là, c'est vraiment dangereux. Un hacker exploite une faille dans une partie de votre logiciel avant que le créateur, donc vous le concepteur, vous remédiez à ça. Donc avant même que vous savez que vous détectez ces problèmes-là, il y a déjà un groupe de personnes qui ont déjà détecté le problème. Alors quand ils ont détecté le problème, s'ils sont aussi malins, ils vont lancer à vos clients. Alors c'est pas cool pour votre entreprise. Nous avons maintenant des analyses en temps réel de la périphérique aux terminaux. Donc, il faut assurer des analyses. Les analyses au temps réel, ce n'est pas vous, ce sont des systèmes qu'on va dédier. Bien sûr, la sécurité commence par l'homme, mais c'est vous aussi, c'est les systèmes que vous allez appliquer qui vont faire en sorte d'analyser les systèmes en temps réel. On parle des analyses actives pour détecter des attaques en utilisant le parfait et les appareils réseau des systèmes IDS et IPS. IDS, c'est quoi? IDS, c'est un système de détection des intrusions. IPS, c'est un système de prévention des intrusions. Alors, ça peut fonctionner le D. Ce sont des appareils, ça peut être un logiciel ou bien un appareil dédié. On peut avoir un IDS à côté et un IPS à côté ou bien les deux systèmes dans le même appareil. Alors, que fait le IDS? Parce que le IDS, c'est lui qui était avant. Après, il est IDS, il est IPS. Les IDS détectaient les intrusions. Donc, cela veut dire quoi? Nous pouvons avoir un réseau qui est là. Dans mon réseau, je vois une intrusion qui entre dans le réseau. Les IDS ne détectent pas. Lorsque l'intrusion va attaquer, va affecter votre appareil, en ce moment-là, les IDS, il va détecter maintenant ces problèmes-là, cette attaque. Il isole votre réseau, votre périphérique dans le réseau, il le met dans le réseau et puis il alerte à l'administrateur.
Non, regardez, je fais ça. J'ai bloqué un PC qui a été attaqué et puis je vous alerte. Là, c'est le IDES. Donc, il a détecté le problème, il vous a mis, il vous a isolé et puis il a informé. Mais le IPES, il est encore plus intelligent que le IDES. Alors, IPES va faire quoi? Le IPES va prévenir. Donc, avant qu'il y ait même attaque, il prévient déjà. Le IPES va veiller au comportement de votre réseau et regarde comment votre réseau comporte. Lorsqu'il y aura une intrusion qui va entrer, il remarque que votre réseau a changé de comportement. Alors, il va faire son étude par son intelligence jusqu'à ce qu'il va trouver maintenant l'intrusion, ce qui a fait en sorte que le comportement du réseau change, de votre réseau change. Une fois là trouvé ces comportements-là, ça s'est fait dans le milliseconde. Il va détecter cette intrusion-là, il va supprimer. Donc, il supprime cette intrusion-là et puis il vous informe l'administrateur. Il vous dit quoi? L'administrateur, j'ai détecté un problème ici et je l'ai supprimé, je l'ai jeté quelque part. Donc, vous voyez, avant même que le PC soit attaqué, les IPS avaient déjà supprimé euh, ces systèmes avant. Donc, c'est très important. Mais actuellement, il fonctionne à D parce qu'on peut assurer les imprévisions. Les IPS, on peut assurer les IPS, on peut aussi assurer les IDS aussi. Alors, détection avec des connexions au centre sur les menaces mondiales en ligne. Hein. Il y a des analyses qui sont là, détecter les anomalies du réseau en utilisant une analyse contextuelle et une détection de comportement. Nous avons aussi les attaques DDoS qui répondent en temps réel. Les attaques DDoS, on dit que c'est l'une des plus grandes menaces parce que lui, il crée un réseau de zombies. Je vous avais parlé de ces DDoS-là. Il crée un réseau de zombies, donc c'est un DOS, mais distribué, où on va attaquer, par exemple, ces serveurs ici. Mais si vous regardez, l'agresseur, c'est ce PC. Le PC, il a d'abord attaqué ces serveurs ici. Et puis, ces serveurs ici, ils ont créé un réseau de zombies. Donc, ils ont attaqué encore ces serveurs ici. Pour quel but? Finalité d'attaquer les serveurs qui est là. Donc, on remarque que et là, ce ne sont que des victimes qui ont été manipulées pour attaquer ces serveurs ici. Alors, ils font partie des réseaux de zombies. C'est ça, ce qu'on parle de DNS. Alors, pour se protéger contre ces systèmes-là, Cisco a essayé un peu de concevoir un système. C'est un système-là où on a quatre approches, donc quatre équipes. Il y a une équipe qui est chargée des opérations de sécurité. Il y a une équipe qui est chargée pour la gestion des incidents. Il y a une équipe qui est chargée des informations sur les menaces. Il y a une équipe qui est chargée de l'infrastructure de votre sécurité. Alors, la première équipe va obtenir des données plus précises et mieux exploitables. Là, ça, c'est la première équipe. La deuxième équipe va utiliser maintenant les informations obtenues pertinentes pour identifier plus rapidement un comportement suspect. Alors, dans cette équipe-là, il n'y a pas seulement des humains, il peut y avoir aussi des appareils utilisés. Chaque appareil, donc, un humain est accompagné avec des technologies, avec des systèmes pour collecter les informations, là-bas pour utiliser ces informations-là afin d'identifier le vrai problème. La troisième équipe, améliorer de façon proactive l'infrastructure de votre sécurité. Et la quatrième va exploiter automatiquement les informations sur les attaques et réagir plus rapidement. Alors, quelles sont les bonnes pratiques pour la sécurité? Voici quelques bonnes pratiques. Effectuer une évaluation des risques. À un certain moment, vous devez effectuer une évaluation des risques. Connaître la valeur de ce que vous protégez. Ça vous aidera à justifier les dépenses liées à la sécurité. Parce que je ne peux jamais dépenser un grand budget pour protéger les informations qui n'ont moins d'importance que par rapport à ces budgets-là. Donc là, c'est inutile. On veut protéger quelque chose, ouais, mais qui n'a pas d'importance que par rapport aux dépenses qu'on va fournir de la protection. Alors, la première des choses, c'est ça. Parce que pour assurer la protection des données de votre entreprise, vous allez acheter les appareils. Maintenant, les appareils que vous devez acheter, ça doit être en mesure de protéger vos données. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut facilement récupérer, quelque chose qui a moins d'importance. Vous achetez des appareils au-delà, un prix tellement élevé, pendant qu'il n'y a même pas de lien. Alors, soyez vraiment prudents sur ces points. La deuxième des choses, vous devez créer une politique de sécurité. Proposer la politique de sécurité dans votre entreprise, c'est très important. La politique
de sécurité, c'est très important. Créez une politique qui présente clairement les règles, les postes et les charges et les attentes de votre entreprise. Vous avez des règles établies. Ici, chez nous, on ne peut pas faire ça. Ici, chez nous, on fait ça. Ici, chez nous, quand on fait ça, il faut informer ça. Tout ça, ça fait partie de la politique de votre entreprise. Lorsqu'on va acheter un routeur, lorsqu'on veut installer un routeur, il faut vérifier un bon, on veut remplacer, pardon, lorsqu'on veut remplacer un routeur, il faut vérifier un peu là. Si un routeur se comporte comme ça, il faut peut-être se déconnecter dans un réseau Internet pour éviter les mises à jour, beaucoup de choses. Donc, c'est la politique de votre entreprise. Alors, cette politique-là, c'est une étude qui sera faite entre des experts dans tous les domaines. C'est vraiment une politique qui sera appliquée dans tout le monde doit appliquer ça. Nos utilisateurs ne doivent pas partager des clés USB. Nos utilisateurs ne doivent pas utiliser le mot de passe au-delà de 3 mois. Nos utilisateurs ne doivent pas faire ça. Ça fait partie de la politique. Une bonne politique va assurer la meilleure sécurité de votre réseau. Troisième des choses, mesures de sécurité physique. Ces appareils-là, ce sont des appareils très importants. On ne peut pas laisser ça à la merci de tout le monde. Il faut le mettre dans des espaces où c'est bien protégé. Alors, l'accès physique à ces appareils-là, il faut que ça soit notifié, ça soit autorisé peut-être par un jeton, par une autorisation d'un membre plus élevé. Donc, tout ça, c'est vous qui établissez ça. Accès limité aux salles de mise en réseau et aux emplacements des serveurs et qui implique des mesures anti-incendie. Dans cette salle-là aussi, il y a des mesures anti-incendie. Il y a la protection du courant. Il y a la protection aussi des militaires. Tout ça, ça fait partie. Vous devez protéger aussi vos appareils. Mesures de sécurité des ressources humaines. Une enquête approfondie doit être faite sur les employés en vérifiant les antécédents. C'est très important. Un employé fait ça, il faut faire une étude. Il faut vraiment, c'est très important. Effectuer et tester les sauvegardes. On vous demande d'effectuer régulièrement des sauvegardes parce qu'on a besoin de la disponibilité. Testez la récupération de données à partir des sauvegardes. Vous avez sauvegardé, mais testez cette récupération-là si ça sera toujours possible. Parce qu'on ne veut pas quand peut-être il y aura une attaque où on nous a volé les données ou on a saboté nos données. Pour récupérer nos données là où on les sauvegarde, qu'on ait des problèmes. Le besoin, ce n'est pas ça, c'est pas de sauvegarder. Mais le besoin, c'est de sauvegarder pour récupérer un jour. Alors, maintenir le correctif de sécurité et les mises à jour, ça, on le dit toujours. Vous devez chercher toujours que vos machines soient à jour. Vos systèmes et réseaux soient toujours à jour. Utilisez les contrôles d'accès. Configurez le rôle des administrateurs, les niveaux de privilèges, ainsi que l'authentification rigoureuse. Je ne peux pas te donner un privilège élevé avec n'importe qui. Je ne peux pas te donner tel privilège avec qui. Donc, il faut diminuer des privilèges. Donner à ceux qui sont l'autorisation de ce privilège, vous leur donnez ce privilège. Même pour accéder aux équipements réseau, il y a des niveaux par niveau. Il y a des niveaux. Donc, tout le monde ne peut pas être là comme un administrateur total. Même dans l'administration, il y a des niveaux. Administrateur niveau 1, niveau 2, niveau 3, jusqu'à niveau 15. Ça dépend de votre politique d'entreprise. On dit utiliser des contrôles d'accès, configurer, oui, j'ai parlé. Tester régulièrement la réponse à cas d'incident. Employer une équipe responsable de la gestion des incidents et puis tester les scénarios des réponses d'urgence. Donc, vous essayez un peu de tester votre... Donc, vous attaquez vous-même et puis vous regardez un peu votre système-là, comment il va fonctionner lorsqu'il y a eu attaque. C'est très important. Et puis, implémenter un outil de surveillance, d'analyse et de gestion réseau. Il faut choisir aussi des solutions d'activité de sécurité qui s'intègrent avec d'autres technologies. La surveillance, l'analyse de votre réseau, la gestion. Il faut qu'il y ait des programmes, des applications, des protocoles qui doivent veiller au comportement de votre réseau. Il ne s'agit pas seulement de concevoir des réseaux et de rester là. Non, non. Il faut veiller, surveiller votre réseau, analyser les comportements, gérer les réseaux, savoir en temps réel, telle information a fait ça, tel PC a envoyé ça, tel... C'est très important. Là, on a le contrôle total à son réseau. Implémenter une solution de sécurité complète pour les terminaux. Utilisez des anti-malware, des antivirus professionnels. Ne prenez pas ceux qui sont gratuits. Formez les utilisateurs. Organisez des séminaires dans votre entreprise. Proposez ces séminaires-là, même après 3 mois. Informez-les des risques et des problèmes. Ces utilisateurs-là ne sont pas des informaticiens, mais informez-les des petites choses, des minimum, peut-être le mot de passe
il doit faire ça, doit faire attention de donner la connexion réseau à n'importe qui. Il faut qu'il soit informé de tout ça. Former les utilisateurs et les employés aux procédures sécurisées. Et puis, il faut crypter vos données. Crypter donc. Faire en sorte que vos données soient illisibles à tout le monde. Crypter toutes les données sensibles de l'entreprise, notamment les emails. Vous ne pouvez pas laisser les emails que tout le monde vient, quand il a accès, il ouvre vos données facilement. Non, non, il faut crypter ça. Ça, ce sont des bonnes pratiques qu'on conseille pour la sécurité. Alors, le deuxième point, on va parler de l'approche comportementale de la cybersécurité. Alors, le botnet, je vous avais dit, le bot, c'est zombie. Le botnet, c'est un réseau de zombies. Nous savons, un groupe de robots se connecte via l'Internet, contrôlé par des personnes ou des groupes malveillants. Alors, le bot, c'est généralement infecté en utilisant un site web, en ouvrant la pièce jointe. Donc, on vous a envoyé une pièce jointe, un mail, vous cliquez dans cette pièce jointe-là, directement, vous êtes vulnérable. Alors, vous regardez, ils ont été affectés et là, ils ont été affectés. Ils affectent, le but, c'est d'affecter, par exemple, les gens qui sont là. Alors, et ici sont des bots. Les réseaux qu'ils vont concevoir, c'est un réseau de botnet. Les filtres du trafic de botnet avec hasard. Vous voyez un peu, hasard qui est là, il va vous protéger. Il va vous protéger. Bon, je lis. La première étape, on dit les clients infectés tentent de communiquer à l'aide d'une commande et de contrôle sur Internet. Deuxième chose, deuxième étape, Cisco met à jour la liste des filtres des réseaux des zombies. Cisco. La destination est un site d'attaque connu. Donc, vous voyez maintenant, avec les parfaits Cisco, on a parlé des mises à jour. Comme le parfait a été mis à jour, il a reconnu le nouveau virus, les nouvelles attaques. Donc, quand ils vont entrer ici, c'est parfait s'il ne va pas les laisser entrer parce qu'il connaît qui ils sont. Troisième des choses, troisième étape, les alertes arrivent au périphérique de sécurité qui se charge de l'éviter et de le maîtriser et de remédier. Les alertes vont ici. Ils vont ici, ils signalent. Ah, bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Supprimons-nous. Pourquoi? Parce que le parfait a été mis à jour. Quand le parfait a été mis à jour, il a connu, il a reconnu. Il a reconnu les attaques facilement. Pourquoi? Parce qu'il a cette information-là. C'est très important, les amis. Aujourd'hui, on nous dit que, soi-disant, il y a des rebelles chez nous ici. Bon, je sais pas, je sais pas. Je donne juste l'exemple. C'est pas que j'ai dit à ça, il n'y a pas ça. Alors, on peut, tel que j'ai vu ici, le ministre, il a dit qu'on ne doit plus mettre les habits de la FARDC. Vous voyez un peu? Donc, parce qu'on a reconnu peut-être il y a des rebelles qui font ça. Et pour éviter tout ça, il a pris cette décision-là. Alors, c'est très important. C'est très important d'être informé, d'être à jour. Alors, la chaîne des frappes maintenant dans la cyberdéfense, nous avons quoi? C'est la reconnaissance. Avoir des informations, recueillir des informations. C'est très important. Même les hackers aussi, la première des choses, ils ont besoin des informations. La deuxième des choses, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent l'exploit. L'exploit, je vous avais dit, c'est un logiciel qui doit trouver, qui va exploiter votre système afin de trouver des vulnérabilités. Ils vont créer un exploit ciblé et puis ils vont la charge. Et la charge est-il malveillante? Donc, ils vont lui donner la capacité à faire quelque chose. La troisième des choses, ils vont envoyer cet exploit-là et la charge est-il à la cible. Ils vous envoient ça pour qu'il fasse son activité. La quatrième, ils vont exécuter à distance. Quand l'exploit arrive chez vous, ils vont l'exécuter à distance. Et la quatrième, ils vont installer maintenant le malware, les logiciels malveillants, et puis ils vont voler des portes. Les portes, ce sont comme des accès peut-être administrateurs, mais ils vous volent un accès à distance. Et puis quatrième, ils vont maintenant commander, contrôler. Donc, ils vont faire des contrôles à distance via des canaux ou un serveur de commande ou bien des contrôleurs. Ils vous gèrent à distance. Et puis la septième étape, c'est l'action. Ils effectuent des actions malveillantes ou des attaques supplémentaires sur d'autres appareils. Alors, c'est vraiment très important. Vous devez comprendre cette approche ici dans la cyberdéfense. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Il faut éviter que vos informations soient visibles à tout le monde. Il faut éviter que n'importe quoi accède à votre réseau. Il faut vraiment éviter tout ça parce que vous connaissez les différentes étapes. Si vous remarquez une application qui est là pour veiller au comportement de votre machine, soyez prudent. Alors, sécurité basée sur le comportement maintenant.
Nous avons comme les honeypots. Les honeypots, c'est quoi? C'est l'agresseur en invoquant le comportement prévisible de l'agresseur. Le honeypot, il va capturer, enregistrer et analyser le comportement des, d'abord, pas seulement de l'agresseur, de votre réseau. C'est un système où il doit étudier votre réseau, le comportement de votre réseau. Alors, quand il va voir maintenant l'agresseur va lancer un exploit, il va faire une étude par rapport à cet exploit qui a été lancé. Il va voir son comportement. Il va voir, il va analyser. Et puis, l'administrateur peut obtenir plus de connaissances et élaborer une meilleure défense. Parce que quand il va capturer son comportement, il va vous envoyer chez vous là-bas, afin que vous ayez l'idée sur la chose qui entre dans votre réseau. Alors, à ce moment-là, maintenant, vous pouvez bien vous assurer pour assurer une meilleure défense. Nous avons aussi l'architecture de Cisco, des solutions de Cisco de protection contre les cybermenaces. Avec cette architecture, qu'est-ce qui se passe? Il utilise une détection et des indicateurs basés sur le comportement. Il y a des logiciels qui sont là-bas et puis il fournit une visibilité, un contextuel et un contrôle plus poussé. Ce sont l'architecture. On peut aussi Cisco propose cette architecture-là, vous pouvez l'appliquer chez vous. Si vous regardez, il y a toute une étude par rapport à ces architectures-là. Il y a même des livres qu'il publie, de modèles qu'il publie sur Internet ou bien dans son site vous fournit une visibilité, un contexte et un contrôle plus poussé. Donc, comment on peut veiller à votre réseau, comment on peut bien étudier analyser votre réseau. Nous avons ce qu'on appelle les NetFlow. Le NetFlow, c'est quoi? Le NetFlow, c'est un protocole. C'est un logiciel. Je peux parler de logiciel, je peux parler d'un protocole. Le protocole est là pour collecter toutes les informations de communication. C'est comme si je suis dans un réseau d'appels. Alors, dans le centre d'appel, on sait que tel numéro a appelé telle personne. Tel numéro a fait ça, tel numéro a fait ça, tel numéro. On sait toutes les choses qui se sont passées. Alors, les net le fait aussi dans les appareils réseau. Il sait que tel PC, il a fait ça avec l'autre. Tel PC a demandé autant de choses. Il y a eu des pings qu'on a envoyés avec l'autre. Donc, il va rassembler maintenant ces informations relatives au flux de données à travers un réseau. Il rassemble toutes ces informations-là. C'est un composant très important dans la sélection et l'analyse basée sur les comportements. Pourquoi? Parce que vous allez voir votre comportement des réseaux. Qui a fait quoi? Qui a fait quoi? Par exemple, je n'ai pas voulu que les gens téléchargent, mais je remarque qu'il y a eu des téléchargements. Je saurais qu'il y a une personne qui viole les décisions des ordres que j'ai établis. Alors, quand il va collecter les informations-là, il va l'envoyer chez le concerné, peut-être à un serveur quelque part, parce qu'il travaille avec un système de clients-serveurs. Il va établir le comportement des bases. À travers ça, vous allez trouver comment établir le comportement des bases de votre réseau. C'est la technologie NetFlow. Alors, nous avons approche Cisco. Waouh, il nous reste 2 minutes. Nous avons approche Cisco. Nous avons combien de points? Approche Cisco pour la cybersécurité. Nous avons quoi? Il y a cette équipe ici que Cisco a conçue. Il y a presque toutes les entreprises qui ont ce genre d'équipe, les CSIRT. Cette équipe permet de protéger l'entreprise, les systèmes et les données grâce à des enquêtes complètes sur les incidents liés à la sécurité informatique. Elle fournit une évaluation proactive des menaces, une planification de menaces d'atténuation, une analyse des tendances d'incidents ou bien des examens, beaucoup de choses. Alors, Cisco a associé son équipe ici, les SRCT là, donc c'est ça même team, il a associé avec d'autres institutions, d'autres organisations, on voit ici c'est au Royaume-Uni, il a associé avec beaucoup pour partager les informations concernant les menaces, concernant les attaques, concernant les virus, beaucoup de choses. Il y a même les universités aussi, il a partagé avec eux. Donc pourquoi? Parce que je vous ai dit, dans la sécurité, ceux qui gagnent, c'est ceux qui sont mieux informés d'abord. Question juste d'avoir les informations sur les nouvelles attaques, sur les nouvelles incendies, tout ça. Alors, Cisco aussi a élaboré un guide des ventes de la sécurité. Comment être protégé? On dit que c'est l'ensemble des requêtes productives exécutées sur les sources de données des événements liés à la sécurité qui permet la détection des incidents et la réponse à ces derniers. Que faut-il faire pour l'accomplir? Détecter les machines infectées par le malware. Il faut détecter les activités suspectes dans le réseau, détecter les tentatives irrégulières d'authentification, décrire et comprendre le trafic entrant et sortant.
tout ça, ce sont une étude que vous allez établir pour vente. Étude de vente, c'est la sécurité. Fournir des informations récapitulatives, donc des résumés, dont les tendances, les statistiques et le décompte. Offrir des statistiques et des mesures utilisables et faciles d'accès. Faire correspondre les événements avec toutes les sources de données pertinentes. Donc, c'est tout un guide qui peut vous aider sur la sécurité. Alors, nous avons les outils comme la prévention. Bon, les amis, aujourd'hui, je crois, vu qu'il est déjà 22 heures, alors, je vais refaire la partie ici, la troisième partie ici. Je vais refaire ça le mardi prochain, vu que le chapitre 5 n'est pas trop assez. On va finir le chapitre 5 parce que je vais pas, au lieu de passer rapidement vite par rapport à l'heure, je dois recommencer ici à vous expliquer l'approche de Cisco pour la cybersécurité. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici dans le NetFlow, que je vais parler le NetFlow, qui est un protocole qui ressemble beaucoup d'informations réseau de chaque comité, de chaque périphérique réseau, afin de l'envoyer au serveur pour savoir le comportement de son réseau. Alors, je vous laisse un temps. Si vous avez des questions, vous me posez vite vos questions.